Bien, merci beaucoup. Merci aux organisateurs de m'avoir proposé ce topo. Et donc, on m'a demandé de parler de la chirurgie aortique, mais ça, c'est un peu vaste. On m'a demandé de faire le point, si on peut le faire, sur le risque médulaire lors de la chirurgie aortique, et notamment de la chirurgie aortique thoracique. Donc la physiopathologie, on ne va pas s'étendre, elle est évidente. Si le chirurgien clampe l'aorte, eh bien, il va y avoir au moins un phénomène d'ischémie-reperfusion le temps du clampage-déclampage. Et s'il y a que ce soit une aorte par chirurgie, une prothèse par chirurgie ouverte ou une endovasculaire, évidemment, si cette prothèse couvre ou ne prend pas un certain nombre d'anastomoses, il va y avoir une ischémie ou une ischémie potentielle des territoires qui ne sont pas revascularisés. Et évidemment, donc ça c'est connu pour toutes les prothèses aortiques, mais plus vous allez haut avec votre prothèse, eh bien plus vous prenez des risques, notamment pour la perfusion médulaire, puisque toute la chirurgie aortique abdominale, il y a relativement peu de risques que ça atteigne la naissance de l'artère d'Adamkiewicz. Par contre, si vous abordez l'aorte thoracique, il y a un risque réel que soit de votre prothèse par chirurgie ouverte, soit de votre endoprothèse couvre ou ne reprennent pas l'artère d'Adamkiewicz. Et donc vous avez un risque potentiel d'ischémie médulaire, puisque l'artère d'Adamkiewicz va ensuite vasculariser l'artère spinale antérieure. Et donc si vous avez eh bien, une ischémie de cette artère spinale antérieure, vous risquez d'avoir, votre patient risque de se retrouver avec un infarctus médulaire qui est plutôt de la partie antérieure de la moelle. Et donc vous allez, la symptomatologie très classique, eh bien c'est une paraplégie flasque. Il peut y avoir une douleur rachidienne, et puis il y a très classiquement des troubles sensitifs mais qui sont dissociés avec une atteinte thermoalgique, et normalement ils doivent pouvoir sentir correctement. Alors bien sûr, vous pouvez avoir tout type de symptomatologie. Vous avez à droite un tableau qui vous montre que vous pouvez avoir bien sûr toutes les formes d'atteinte d'une paresthésie d'une parésie jusqu'à la paraplégie complète. Et donc évidemment, votre patient a été opéré de la chirurgie aortique thoracique, vous le retrouvez, vous le réveillez et vous constatez la paraplégie. Et donc c'est bien sûr extrêmement inquiétant. Et donc l'incidence de cette ischémie médulaire, et bien sur les études, alors ce sont des études qui sont maintenant, qui ont déjà plus de 10 ans, et c'est des études de cohorte. Oui, ça c'est une méta-analyse, mais en fait, les études qui ont participé à cette méta-analyse, c'est de 1993 jusqu'à 2013. Mais toujours est-il que le risque médulaire, il est globalement, si on poule toutes les données, de à peu près 7% pour la chirurgie open, en sachant que ça va jusqu'à 15% pour certaines études. Les facteurs de risque, donc il y a beaucoup d'études rétrospectives qui ont étudié les facteurs de risque, mais globalement, le principal facteur de risque, c'est le taux de couverture de votre prothèse aortique. Et donc ça, alors je ne sais pas si vous avez c'est les chirurgiens qui font ça très bien, mais globalement, ils mesurent l'aorte du patient, ils regardent quelle est la taille de la prothèse qu'ils vont devoir mettre pour traiter l'anévrisme, et ça vous donne le taux de couverture. Plus le taux de couverture est élevé, plus le risque médulaire est élevé. Et donc vous avez ici sur ce diagramme, vous voyez très bien, voilà, si c'est 20%, 40%, 60%, eh bien vous allez avoir un risque médulaire qui va augmenter de façon exponentielle. Donc ça c'est pour la chirurgie aortique ouverte. Alors bien sûr avec toutes les techniques endovasculaires, eh bien, là encore, c'est une revue de la littérature qui a compulsé presque 12 000 procédures. Et donc, vous voyez qu'ils ont classé les facteurs de risque du risque médulaire. Donc, globalement, c'est 3,7%. Donc, c'est quasiment la moitié de ce qu'on avait pour la chirurgie ouverte. Mais il y en a encore 3,7%. Et vous voyez ici, cette fois-ci, ils ont d'autres facteurs de risque.
Et donc, il y a notamment tous les antécédents classiques pour les patients de chirurgie vasculaire. Il y a la classification ASA, s'ils fument, si BPCO, une insuffisance rénale, une hypertension artérielle. Tout ça, ça va favoriser, ça va augmenter le risque d'ischémie médulaire. Et puis alors, la distal landing zone, 5-10, qu'est-ce que c'est? Eh bien, donc ça, c'est le langage, bien sûr, de nos collègues chirurgiens vasculaires qui font de l'endovasculaire. Eh bien, il y a la proximal landing zone, c'est là où la prothèse va être insérée dans la partie proximale. Et bien sûr, la partie distale, c'est jusqu'où elle va couvrir. Eh bien, plus basse va être la distal landing zone, plus vous avez un risque d'atteinte médulaire, y compris pour votre chirurgie endovasculaire. Alors, comment est-ce qu'on peut limiter ce risque médulaire pour les patients qui nous sont confiés? Probablement, mais ça c'est bien sûr le choix des chirurgiens, mais si on fait du TEVAR, c'est probablement mieux que si on fait de l'open chirurgie. Il ne faut pas occlure l'artère d'Adamkiewicz. Donc, le chirurgien qui va vous dire « t'as qu'à faire ça », toi, vous pouvez lui dire. Mais c'est très compliqué, puisque notamment l'artère d'Adamkiewicz, eh bien, vous voyez, ça, c'est le niveau de naissance de l'artère d'Adamkiewicz au niveau aortique. Donc, c'est majoritairement entre T9 et T10, mais vous voyez que ça peut aussi déjà être au niveau lombaire. Et donc, c'est assez difficile de le faire, donc d'être sûr de ne pas couvrir l'artère d'Adamkiewicz. Donc, vous pouvez la repérer, la plupart des chirurgiens la repèrent, mais ce n'est pas parce qu'on l'a vu que si elle est proche de votre anévrisme, vous allez quand même devoir la couvrir. Donc, une autre solution, c'est de la réimplanter, ce qui n'est pas très facile sur le plan chirurgical, mais ça, c'est pas nous, mais ça peut être tout à fait une option. Bien sûr, faire un clampage court, si c'est la chirurgie ouverte, très bien. Et puis, on va retomber dans toute cette problématique de est-ce qu'on reperfuse par le bas, est-ce qu'on va faire un shunt pendant la chirurgie. Ça, c'est sûrement très utile, mais pour l'instant, il n'y a pas de technique chirurgicale qui a pu montrer qu'il y avait un effet majeur et qui permettait de diminuer de façon très significative l'ischémie médulaire. Alors, il y a d'autres techniques, et notamment là, c'est une diapositive que j'ai empruntée à notre collègue, le docteur Shamseddine d'Henri Mondor. Donc, il y a d'autres techniques qui permettent, en fait, parce que bien sûr, si vous couvrez votre endoprothèse, vous allez avoir toutes les artères intercostales, plus l'artère d'Adamkiewicz, qui vont être obturées. Et donc, il y a un risque médulaire qui est majeur. Une des options, ça va être d'aller boucher en préopératoire de façon sélective quelques artères intercostales pour permettre une revascularisation, une meilleure reprise de la revascularisation par des artères qui ne seront pas couvertes par l'endoprothèse. Donc ça nécessite une vraie stratégie préopératoire de je vais devoir couvrir les artères à visée médulaire, je vais faire en sorte qu'il y ait une reprise possible par les artères qui ne sont pas couvertes. Donc ça, c'est possible, mais donc tout ça, c'est de la technique chirurgicale. Je ne vais pas du tout en parler parce que, là encore, il y a très peu de données consolidées là-dessus, mais une des façons, c'est de dire, au moins pendant la chirurgie, si c'est la chirurgie ouverte, on va le faire en hypothermie profonde pour limiter le métabolisme médulaire. L'autre option, et ça, c'est ce qui nous revient, c'est qu'au moins pendant la chirurgie, voire pendant les quelques jours après, pour couvrir, permettre à la revascularisation de bien se faire, et on va devoir optimiser l'oxygénation médulaire. Alors ça, c'est le thème. Maintenant, ça veut dire que, comme toujours, on va s'assurer que ce n'est pas du tout le moment que le patient soit anémique, ce qui, lors d'une chirurgie aortique thoracique ouverte, peut être un vrai challenge, mais donc il faut bien suivre les affaires. Il faut que le patient ait une saturation qui soit tout à fait correcte. Il faut s'assurer du débit cardiaque et qu'il soit correct et que le patient soit qu'il ait la volémie la plus... que le patient soit euvolémique. Donc c'est certainement une des chirurgies pour lesquelles c'est très utile d'avoir un monitorage ou un regard sur le débit cardiaque
Vous ne pouvez pas vous permettre dans cette chirurgie d'avoir un bas débit qui s'installe ou qui perdure. Il faut une bonne pression artérielle moyenne. Donc là, je ne vais pas non plus rentrer dans le débat de qu'est-ce que c'est qu'une bonne pression artérielle moyenne. C'est une bonne pression artérielle moyenne, on va dire au moins 80 de PAM, comme ça tout le monde est d'accord. 80 mm de pression artérielle moyenne. Il va falloir... Alors ça, c'est un peu compliqué parce que la pression veineuse, en fait, si on la mesure, la pression veineuse centrale, on n'a pas vraiment de bouton pour la monter ou pour la descendre. Mais je vais vous montrer après pourquoi c'est intéressant d'avoir quand même une pensée pour la pression veineuse. Et puis la pression médulaire, là c'est pareil. On va voir ce qu'on peut en faire. Alors, il y a plein d'études aussi qui montrent d'autres thérapeutiques possibles, comme injecter en intratécale de la papavérine pour faire une dilatation des artères médulaires. On va en reparler. Et puis surtout, il faudrait regarder historiquement quand est-ce que cette idée est venue, mais en tout cas, il y a beaucoup d'études rétrospectives de cohortes qui font état de l'intérêt du drainage lombaire externe lors de la chirurgie. Alors, soit en pré-op, soit en péropératoire, quand le malade arrive sur la table d'opération, soit en prophylactique, mais toujours est-il que lors de la chirurgie aortique, on met un drainage lombaire. Ça permet de drainer le LCR. Et vous voyez, là, c'est typiquement une étude rétrospective américaine. 600 anévrismes de l'aorte thoracique opérés en open, sur quasiment une dizaine d'années. Et dans ce centre-là, 65% des malades ont un drainage lombaire. Et ils arrivent à dire, voyez, ceux qui ont... Alors, adjunct, ça veut dire drainage lombaire. Ceux qui sont opérés et qui ont un drainage lombaire, ils ont 3,3% d'ischémie médulaire post-opératoire, et ceux qui n'en ont pas, c'est 8,4% d'ischémie médulaire. Donc il y a quelques études, mais avec des grandes cohortes, qui disent, nous, on met du drainage lombaire, et quand on le met, on constate moins d'ischémie médulaire. Donc ce sont des études rétrospectives, pas du tout randomisées, mais qui a porté cette technique dans les centres qui faisaient de la chirurgie vasculaire lourde. Alors, le raisonnement physiopathologique, c'est un raisonnement qu'on connaît très bien et qui est assez simple. C'est que la pression, en fait, ce qu'on veut maintenir, c'est la pression de perfusion médulaire péropératoire et post-opératoire. Et donc, la pression de perfusion d'un organe, quel qu'il soit, c'est la pression artérielle moyenne, celle qui rentre, moins la pression veineuse, c'est la pression qui sort, moins la pression qui règne dans l'organe. C'est vrai pour tous les organes et pour toutes les situations. La pression de perfusion tissulaire, c'est celle-là. Et donc, évidemment, vous avez les trois éléments qui vont vous permettre de dire, moi, je vais essayer d'optimiser la pression de perfusion médulaire. Donc, il faut une bonne PAM, ça, OK. 2, la pression veineuse centrale, alors la pression veineuse médulaire, je ne la connais pas, mais on va dire qu'elle est forcément supérieure à la pression veineuse centrale que j'ai au niveau de mon cathéter. Donc, si je peux faire quelque chose, mais on va voir quoi, mais ça va être compliqué. Mais en tout cas, il faut en tenir compte. Si j'ai 20 de PVC, vraisemblablement, je vais avoir moins de pression de perfusion médulaire. Et puis, la pression qui règne dans la moelle, ça, j'en ai aucune idée. Mais, par contre, autour de la moelle, il y a le LCR. Et donc l'idée physiopathologique, c'est un peu la même chose que pour la perfusion cérébrale lors de l'hypertension intracrânienne. C'est je vais mettre une dérivation lombaire, ce qui va me permettre de retirer du LCR et donc de baisser la pression autour de la moelle et d'améliorer la pression médulaire, la pression de perfusion médulaire. Alors, ça semble logique, c'est pas complètement logique si vous n'avez pas d'hypertension au niveau du liquide céphalorachidien. Parce que s'il n'y a pas de pression autour de la moelle épinière avec le liquide céphalorachidien, vous allez le retirer, il ne va rien se passer sur la moelle. Donc il faut effectivement qu'il y ait déjà une hyperpression créée par le liquide céphalorachidien pour que, si vous retirez du liquide céphalorachidien, ça améliore la pression médulaire. Ce qui n'est pas complètement, en tout cas, ce n'est pas démontré. Il y a quelques études qui montrent que lors du clampage aortique thoracique, vous avez effectivement une augmentation, et c'est des choses qu'on peut constater au bloc opératoire. Si vous regardez la pression, elle peut monter pendant le clampage aortique.
on n'est pas complètement sûr que ce soit ça qui soit responsable de l'ischémie médulaire, mais voilà. Donc c'est ça l'idée. Et donc, ben, voilà, ça paraît tout à fait logique de faire ça. Alors, est-ce qu'on a il y a plein d'études de cohortes rétrospectives. Est-ce qu'on a des données vraiment intéressantes pour dire que c'est ce qu'il faut faire? Eh bien, vous voyez, donc ça, c'est une étude revue Cochrane encore de 2012, donc il est un peu vieille, mais à ma connaissance, il n'y en a pas eu d'autres sur le sujet depuis. Sur tout ce qui a été écrit, tout ce qui avait été écrit en 2012, il n'y avait que 3 études randomisées qui eh bien, colligé au total moins de 300 patients. Et sur ces 3 études, eh bien, quand on les poule ensemble, la conclusion, c'est on n'a pas de données suffisamment solides pour supporter, en tout cas pour indiquer qu'il faut faire du drainage lombaire lors de la chirurgie aortique lourde. Et notamment, une des 3 études, elle faisait du drainage lombaire plus injection intratécale de papavérine. Donc vous voyez que c'est des choses qui sont quand même difficilement interrogeables. Donc on a une technique qui, sur le plan physiopathologique, se discute un petit peu, mais bon, peut faire sens en tout cas. Il y a très peu de données vraiment probantes, mais ben, voilà, c'est une technique qu'on a l'habitude de faire, donc faisons-la. Maintenant, voyons aussi quelles sont les complications potentielles. Donc là encore, c'est du rétrospectif, mais vous voyez, c'est quand même 1300 chirurgies aortiques. Et sur ces 1300, eh bien, ils ont colligé 1000 drainages lombaires, donc 17 complications, donc c'est 1,7%. Donc ils disent que c'est hyper safe. Des fuites de LCR qui donnent des céphalées, qui sont traitées par des blood patchs, hémorragie intracérébrale, oui, donc il manque des petits S, une rupture de cathéter, 2 méningites. Bon, ça va. Hémorragie intracérébrale, c'est étonnant, non, quand même? Je fais alors évidemment, c'est pas étonnant, mais c'est quand même étonnant, non? Parce qu'on fait un drainage lombaire externe, là, pour l'ischémie médulaire, et puis, du coup, on a des hémorragies cérébrales. Alors, autre étude, anesthésie-analgésie en 2010, donc faite par, en tout cas publiée dans une revue d'anesthésie, et qui collige cette fois-ci beaucoup plus sérieusement toutes les complications qui sont liées au drainage lombaire. Donc voilà, il peut y avoir des ruptures de cathéter, infections locales ou méningites, des fuites de LCR, des paralysies du nerf abducens, là, voilà. Des hématomes liés, parce qu'évidemment, pendant la chirurgie aortique, il va y avoir de l'héparine. Vous avez mis un cathéter en périmédulaire, donc vous avez, cette fois-ci, vous pouvez avoir une compression médulaire liée à un hématome qui est lié à la pose de votre cathéter, sympathique. Et puis, vous avez effectivement ici les hémorragies intracrâniennes asymptomatiques, symptomatiques. Donc, il y en a. Et ici, ils ont même... vous voyez, lister la mortalité qui était due ou qui était attribuée au drainage lombaire lui-même. Alors ça va de 0,3%, mais vous voyez que dans cette étude, c'est jusqu'à 11%. Donc, quand on dit que c'est hyper safe, loin de là, et notamment toutes ces études rétrospectives s'intéressent au post-opératoire immédiat. Mais le problème, c'est que quand vous mettez un drainage lombaire, donc déjà vous pouvez faire créer effectivement une dépression au niveau de votre LCR et donc favoriser la survenue d'hématomes sous-duraux. Mais ce risque-là, il perdure plusieurs semaines après votre intervention, puisque quand vous retirez votre cathéter, vous n'êtes absolument pas sûr qu'il n'y a pas la fuite de LCR qui va continuer. Et donc, si on voulait bien faire les choses, il faudrait surveiller et enquêter pour voir si les gens à qui on a mis un drainage lombaire eh bien, ne font pas, a posteriori, des troubles neurologiques centraux liés à ces hématomes sous-duraux. Et donc ça, vous voyez, c'est un cas clinique publié en 2003 dans les affaires par l'équipe de la Pitié. Homme de 60 ans, anévrisme thoraco-abdominal, drainage de LCR, post-opératoire immédiat, c'est bien, mais à J14, hématome sous-dural aigu gauche, engagement cérébral, etc., etc., etc. Et ça, des cas cliniques comme ça, il y en a quelques-uns. Ce qui fait que, voilà, ça c'est une équipe américaine qui a essayé de regarder un petit peu plus spécifiquement
le devenir des patients, et on trouve jusqu'à 3,5% d'hématomes sous-duraux après drainage lombaire. Donc c'est très sous-évalué, et je pense qu'il ce serait bien, si on continue à faire ces techniques-là, d'avoir quand même un regard sur l'évolution de ces patients. Alors jusqu'à présent, dans toutes les recommandations de chirurgie vasculaire, pour la chirurgie aortique thoracique, le drainage lombaire était recommandé. Sur les dernières recommandations de 2021, voilà, nos amis chirurgiens vasculaires sont un petit peu plus prudents, notamment en ce qui concerne le drainage prophylactique. Prophylactique, ça veut dire qu'on le met en pré ou en opératoire. On n'attend pas qu'il y ait un déficit neurologique pour faire le drainage. Eh bien, dans leurs recommandations, ils disent que les données concernant le drainage de LCR prophylactique sont controversées, et donc ils laissent la porte ouverte à faire ou ne pas faire. Si on le fait, eh bien, moi, je pense qu'il faut avoir un protocole bien écrit avec les chirurgiens vasculaires, avec le pair opératoire et le service de réanimation et le service de soins continus. Il faut faire extrêmement attention, notamment à la façon dont on draine, au volume de LCR qui est drainé, quelle pression, quel zéro, enfin tout ça, il faut que ce soit bien écrit. Et puis après, pour moi, c'est la dernière roue du carrosse, le drainage de LCR. Il faut surtout, bien sûr, s'assurer qu'il y ait une bonne oxygénation médulaire, bonne hémoglobine, bonne saturation, bonne volémie, bonne pression artérielle. Enfin, c'est surtout ça qui va faire la pression et l'oxygénation médulaire. J'en profite, et ça va être alors ça, c'est plus expérimental, ça a été fait sur la brebis. Donc c'est de la chirurgie occlusion aortique thoracique chez la brebis. Et ils ont mis un petit cathéter pour mesurer la perfusion médulaire et l'oxygénation médulaire de ces brebis. Et alors, donc vous voyez ici, ça c'est la pression artérielle moyenne de la brebis qui ne bouge pas tellement. Parce que voilà, l'occlusion est faite. Par contre, donc ça c'est ventilateur off. Donc on coupe la ventilation mécanique, la brebis récupère une ventilation spontanée. Et bien vous voyez que la pression, le début de perfusion médulaire augmente. On remet la ventilation mécanique en place, la pression médulaire, le débit de pression médulaire baisse. Évidemment, la chose qu'on a vraisemblablement changée, c'est le niveau de pression veineuse centrale. Si vous ventilez en pression positive dans le thorax, vous allez augmenter votre pression veineuse centrale, vous avez diminué votre pression de niveau médulaire. Donc un des messages, c'est certainement ces patients-là, plutôt que de les drainer, voilà, il va falloir faire de la RAC, les extuber le plus rapidement possible, puisque vous allez gagner un peu de niveau de pression de perfusion médulaire. Donc la protection médulaire, eh bien, comme toujours, c'est d'abord une question chirurgicale. Ce que nous, on peut faire chez nous, eh bien, c'est ce qu'on est en train de faire un peu partout, c'est de la RAC et de l'optimisation hémodynamique, telle que je vous l'ai décrite. Mais là, vraisemblablement, moi, je pense que l'extubation la plus précoce possible de ces malades-là eh bien, est certainement intéressant. Et si vous constatez un déficit neurologique, à ce moment-là, nous, on fait un drainage de LCR, mais qui est cette fois-ci, en espérant thérapeutique, mais en tout cas qui ne sera pas prophylactique. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci.